Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous poursuivons notre découverte de ce livre Molenbeek sur Djihad, enquête sur 30 ans de dérive, qui vient de paraître aux éditions Grasset, qui a été écrit par Jean-Pierre Martin et Christophe Lanfalussy. Bonjour. 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 La question que je me pose avec ce livre, c'est finalement, est-ce que, après cette enquête que vous avez menée, est-ce que l'on comprend un petit peu mieux comment un être humain peut devenir un djihadiste ? Je crois que oui. Je crois que oui, bien que énormément d'experts, de spécialistes se sont un petit peu cassés les dents au départ pour établir un profil type. Alors soyons clairs, il n'y a pas de profil type. Chaque histoire peut être différente. Mais dans le cas de ces jeunes hommes qui sont partis vers Raqqa ou Mossoul et que nous avons suivis dans notre histoire, il apparaît qu'il y a un lien, par exemple, avec la délinquance. Ce sont des jeunes qui ont une scolarité souvent difficile, encore que ce n'est pas une règle. Ils ne viennent pas du milieu forcément le plus pauvre, le plus misérable. Dans le cas d'Abaoud, ce n'est pas du tout cela, parce que c'est le fils, par exemple, d'un commerçant qui avait bien réussi. Mais il y a ce lien qui est patent, qu'on retrouve aussi dans d'autres pays, qu'on retrouve en France, qu'on retrouve en Allemagne, qu'on retrouve dans le profil des derniers auteurs d'attentats. C'est celui du lien avec la délinquance, celui avec le monde de la drogue, par exemple. Et à Molenbeek, c'est une véritable réalité qui est portée aussi par les origines, d'une part, de cette population, essentiellement marocaine, et qui vient du Rif. On peut en parler parce que c'est une histoire tragique que celle des habitants du Rif. L'immigration marocaine n'est pas une chose qui a été simple dans notre pays. Il y a une part d'échec d'intégration que sans doute les autorités belges doivent assumer depuis 40 ou 50 ans, puisque nous venons de commémorer le 50e anniversaire de la signature de la Convention pour l'arrivée de main-d'œuvre marocaine sur les territoires belges. Donc, pour revenir à la question initiale, il y a ce lien avec la délinquance qui lui-même s'explique par une multitude d'autres facteurs, mais il n'est pas simple d'établir un profil, c'est trop facile, nous faisons rentrer dans telle case, tel type de personnage. Vous dites 50%, mais alors les 50 autres pourcents, s'ils ne sont pas le fruit de la délinquance, d'où sortent-ils alors ? Il y a, comme dit Jean-Pierre, il y a des tas de profils. Il y a des jeunes qui avaient un travail, il y a des jeunes qui étaient aux études, il y a des jeunes qui n'étaient pas aux études. Donc on a vraiment un patchwork vraiment très, très large. Je pense qu'il faut voir aussi autre chose. Il ne faut pas oublier qu'il y a une double radicalisation. Une radicalisation en Belgique, qui est souvent très courte, qui prend quelques mois, quelques semaines parfois, et puis il y a une radicalisation en Syrie, mais ça je reviendrai plus tard. Mais en Belgique, la première vague en fait de gens radicaux sont des gens d'Anvers, de Sharia for Belgium, qui étaient des gens qui étaient influencés par les mouvements islamistes britanniques, qui eux-mêmes étaient venus un peu faire de la retape, je dirais, à Anvers. Les gens de Sharia for Belgium sont ensuite venus à Molenbeek pour essayer aussi de radicaliser un certain nombre de jeunes. Et sur ce sont arrivés des recruteurs, notamment un certain Zerkani, qui a été maintenant condamné, qui a envoyé des dizaines de jeunes de Molenbeek sur place. Donc il y a deux radicalisations, une sur le terrain, je dirais, en Belgique, mais aussi sur Internet, et puis une deuxième radicalisation, lorsque le jeune arrive en Syrie, il est pris en charge. On lui donne des cours d'arabe, on lui donne des cours de Coran, parce que la plupart des jeunes qui sont partis n'avaient absolument aucune idée de ce que c'était l'islam, et très peu de connaissances de l'arabe, et puis un entraînement militaire. Et si vous permettez, il y a, pour résumer, schématiquement, il y a une radicalisation qui peut être effectivement rapide, qui s'appuie sur un certain nombre de jeunes hommes en perdition globalement, qui sont liés à la petite délinquance, pas à la grande délinquance, mais à la petite délinquance elle-même, généralement connectée avec le trafic de drogue. Mais cette radicalisation-là se fait sur un terreau. Et
nous y reviendrons parce que ça mérite tout un chapitre, c'est le terreau de l'islamisation qui a été importée de l'extérieur et qui est aussi déconnectée de l'histoire de ces jeunes dont les parents ou les arrière-grands-parents pratiquaient l'islam paisible, c'est ainsi que nous avons l'habitude de qualifier la spiritualité de ces premiers immigrants marocains. Mais cet islam paisible, malheureusement, en quelques années, a été repris en main, a été transformé par des prédicateurs et le poids de l'Arabie saoudite, à travers que ce soit les frères musulmans ou à travers le wahhabisme, pour déformer la pratique religieuse. Et ce terreau extrêmement fondamentaliste de la conception religieuse, bien sûr, a servi aux prédicateurs pour enrôler ces jeunes qui étaient en perdition et qui avaient, sinon l'impression, ou en tout cas à qui on promettait de racheter leur vie de délinquants contre une entrée dans ce monde du djihadisme et donc dans cet envoi vers le paradis tel qu'il était imaginé par ces prêcheurs de mort, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour les définir. Christophe. Le premier djihadiste belge qui est arrivé en Syrie, ça vaut la peine de raconter parce que c'est très éclairant. C'est quelqu'un de Sharia for Belgium, donc d'Anvers, qui arrive à la frontière turque et il demande, donc entre Turquie et Syrie, et il demande à un taximène de l'emmener vers les djihadistes qui se battent contre les régimes de Bachar al-Assad. Le taximène lui dit « Ok, je vous prends » et il l'emmène devant des gens de l'armée syrienne libre. Et il voit que ces gens, ces opposants, sont en train de fumer des cigarettes. Il dit non, je ne veux pas ces gens-là, je veux les vrais islamistes. Et donc, le taximène va l'envoyer vers un groupe qui était le groupe de front, ce qu'on appelle le Front al-Nosra, qui était proche d'Al-Qaïda. Et c'est comme ça que le premier Belge est arrivé dans les mains d'Al-Qaïda. Mais ça veut dire qu'il était déjà radicalisé, en tout cas mentalement, en Belgique, puisqu'il avait déjà une image, une perception du djihad et du bon musulman qui ne fume pas, et donc voilà. Mais quand vous dites que la radicalisation peut se faire en quelques semaines, de quelle manière est-ce qu'elle se faisait, cette radicalisation ? Dans les mosquées ? Elle se faisait dans des mosquées cachées ? Enfin, ça se faisait comment ? Il y a eu, nous y reviendrons, ce terreau qui est propice. Mais c'est vrai que la radicalisation rapide dont nous parlons et qui concerne la majorité de ces jeunes qui sont partis vers la Syrie, s'est faite non pas dans, mais autour des mosquées, dans des lieux de prière clandestins, ceux que les autorités dénoncent maintenant depuis 2 ou 3 ans. Elle s'est faite par des prédicateurs qui ont été sciemment envoyés pour repérer d'abord les jeunes qui étaient les plus fragiles, et puis pour les prendre en main et pour les endoctriner. C'était des jeunes qui se sentaient mal dans la société belge, qui ne se sentaient pas reconnus dans cette société, quelque part. Le djihadisme leur permettait d'avoir une identité. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Oui, c'est l'analyse qu'en font en tout cas pas mal de policiers de l'antiterrorisme, c'est-à-dire que les premières vagues, les Abaout et compagnie, se montraient sur Facebook avec les chevaux au vent, la mitraillette en main, et ils posaient un peu comme des Bruxellois. Ils se montraient pour essayer d'attirer les filles aussi. Donc ça a été la première vague, parce qu'à partir d'un certain moment, les comptes Facebook ont été interdits par l'État islamique, qui s'est rendu compte que la police obtenait pas mal d'informations sur les djihadistes grâce à ces comptes Facebook. Mais dans un premier temps, on a bien vu c'était une manière de se mettre en valeur, d'être reconnu quelque part par une société qui ne les avait pas reconnus auparavant. Ils ont même été encouragés, si vous permettez, par des autorités, par des hommes politiques qui, dans un premier temps, après l'échec du printemps arabe en Syrie et le début de la répression par le régime de Bachar el-Assad, ont considéré que, d'une certaine façon, ces jeunes partaient se battre en Syrie pour une cause noble et qui ne faisaient rien d'autre que faisaient des Européens avant la Seconde Guerre mondiale quand ils partaient rejoindre le Front républicain en Espagne. Ils ont été encouragés. On a recensé dans notre livre des paroles d'un certain nombre de responsables politiques qui ont dit des choses dans ce sens-là et donc se sentaient portés. La télévision a joué aussi un rôle très important. La télévision Al Jazeera
a été vraiment un catalyseur de mobilisation de jeunes musulmans pour aller en Syrie. Les reportages qui sont parus dans nos journaux, sur nos télévisions aussi, parce qu'on insistait évidemment sur les victimes de la guerre en Syrie. Et donc, il faut reconnaître que les médias ont aussi joué un rôle dans la mobilisation de ces jeunes. Hein. Ce qui veut donc dire, si je vous entends bien, c'est qu'il n'y a pas comme ça une filière bien précise, il y a une multiplicité d'arguments ou de raisons qui vont faire que l'un ou l'autre de ces jeunes va tomber dans le piège du djihadisme. Oui, c'est très complexe, effectivement. On y reviendra. Nous arrivons déjà au terme de cette deuxième émission consacrée donc à ce livre. Je rappelle le titre, Molenbeek sur Djihad. On aura l'occasion d'en reparler très bientôt. Au revoir.